Le jour où la crise de conversion silencieuse en Espagne est devenue mondiale, c'était un mardi de la fin mai, le 21 mai pour être exact, lorsque le journal Sichelpe a publié un article apparemment inoffensif. L'islam atrae à Espagnol en busca de sentido, l'islam attire les siars en quête de sens. L'article, enfoui dans la section culture, détaillait le nombre croissant de siars se convertissant à l'islam, le décrivant comme une tendance spirituelle, une recherche d'identité dans une société de plus en plus laïque. L'article citait quelques convertis, quelques sociologues et les arguments habituels sur le « message pacifique » de l'islam et les liens historiques de l'Espagne avec Al-Andalus. À première vue, ce n'était qu'un autre reportage soft, le genre d'histoire qui comble les lacunes entre les nouvelles les plus difficiles. Mais si vous avez passé autant d'années que moi à étudier l'intersection de la religion, de la démographie et de la géopolitique, vous savez que lorsqu'un grand pays d'Europe occidentale commence à voir un petit nombre constant de ses citoyens embrasser l'islam non pas par l'immigration, mais par la conversion, ce n'est pas seulement une note culturelle. C'est un indicateur avancé. Et dans ce cas-ci, c'est un sujet que le récit dominant interprète dangereusement mal. Je suis ce phénomène depuis plus d'une décennie, bien avant qu'il ne devienne un sujet de discussion à Bruxelles ou à Washington. Ce qui se passe en Espagne n'est pas une mode spirituelle isolée. Il s'agit d'un microcosme de la crise existentielle plus large de l'Europe, une crise que la Russie, la Turquie et même la Chine observent avec un vif intérêt, calculant comment l'exploiter. Et pourtant, l'histoire officielle qu'on vous raconte est si aseptisée, si soigneusement organisée, qu'elle obscurcit les véritables enjeux. Alors levons le rideau. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez selon la ligne standard, la communauté croissante de convertis musulmans en Espagne est une évolution bénigne, voire positive. Les chiffres sont souvent cités avec une sorte d'estimation détachée, suggérant qu'il y a entre 50 000 et 100 000 musulmans convertis en Espagne, certains rapports indiquant que jusqu'à 3 000 siars se convertissent à l'islam chaque année. Le gouvernement Sich, toujours désireux de se présenter comme un modèle d'harmonie multiculturelle, cite ces chiffres comme la preuve d'une intégration réussie. Les médias, pour leur part, ont tendance à se concentrer sur les histoires personnelles, des catholiques désillusionnés trouvant du réconfort dans le mysticisme soufi, des militants de gauche attirés par les enseignements de justice sociale de l'islam ou de jeunes siars redécouverts l'héritage mort de leur pays. L'Union européenne a elle aussi tout intérêt à minimiser toute implication géopolitique. En 2022, la Commission européenne a publié un rapport sur la conversion religieuse dans l'UE, la présentant comme une question de liberté individuelle et de diversité culturelle. Le document ne fait aucune mention des risques potentiels pour la sécurité ou du fait que certains de ces convertis se radicalisent non pas par accident, mais à dessein. Au lieu de cela, il a célébré la « richesse » du paysage religieux européen, comme si les changements démographiques du continent n'étaient rien de plus qu'un kaléidoscope bénin de croyances. Même les services de renseignement de Sich, dans leurs évaluations publiques, ont fait preuve d'une remarquable retenue. Le Centro Nacional de Intelligentsia a reconnu la présence d'éléments radicaux au sein de la communauté musulmane espagnole, mais ces rapports ont tendance à se concentrer sur les combattants étrangers revenant de Syrie ou sur les réseaux djihadistes nord-africains et non sur les convertis locaux qui sont de plus en plus entraînés dans les cercles extrémistes. Lorsqu'ils mentionnent les convertis, c'est généralement dans le contexte des « loups solitaires » ou des « individus autoradicalisés », un cadre qui exonère commodément quiconque de toute responsabilité dans les tendances plus larges en jeu. Mais voici le problème, cela repose sur des demi-vérités, des omissions et un aveuglement volontaire à l'égard des forces géopolitiques qui façonnent ce phénomène. Que se passe-t-il réellement? Commençons par les chiffres. L'estimation du gouvernement Sich de 50 000 à 100 000 convertis est presque certainement sous-estimée. Pourquoi? Parce que de nombreux convertis ne s'inscrivent pas auprès des organisations islamiques officielles, soit par préférence personnelle, soit parce qu'ils sont délibérément tenus à l'écart. Certaines estimations, basées sur la fréquentation des mosquées et les chiffres de conversion, suggèrent que le nombre réel pourrait être plus proche de 150 000. Il s'agit d'un changement démographique important dans un pays où l'islam a été pratiquement éradiqué après la Reconquista de 1492. Mais les chiffres bruts ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce qui est bien plus préoccupant, c'est qui sont ces convertis et pourquoi ils se convertissent. Le récit officiel voudrait faire croire que la plupart sont des catholiques désillusionnés ou des siars laïcs en quête d'épanouissement spirituel. Et même si cela est vrai pour certains, ce n'est pas une vision globale.
Une partie importante de ces convertis sont de jeunes hommes politiquement désaffectés dont beaucoup sont issus de la classe ouvrière qui sont la cible de programmes de sensibilisation islamique bien financés. Ce ne sont pas seulement des actes de foi aléatoires, ils sont le résultat d'un effort délibéré et organisé. Prenons par exemple le cas du Centre culturel islamique de Valence, l'une des organisations prosélytes les plus actives d'Espagne. Financé en partie par les États du Golfe, notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite, le centre gère un réseau de programmes, dawa, destinés aux jeunes siars. Leur approche est qu'ils ne se contentent pas de prêcher la religion, ils offrent une communauté, une identité et même un soutien financier. Pour un jeune homme d'une ville en difficulté de Sich, où le chômage tourne autour de 30% pour les moins de 25 ans, l'attrait est évident. L'islam n'offre pas seulement un sens, il offre un sentiment d'appartenance, un objectif, dans certains cas, un salaire. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Tous ces convertis ne finissent pas dans des cercles soufis pacifiques ou dans des mosquées modérées. Un nombre croissant de personnes sont dirigées vers des réseaux plus radicaux. Les services de renseignement de Sich ont documenté des cas de convertis recrutés par des groupes salafistes, certains ayant des liens avec les frères musulmans ou des factions encore plus extrémistes. En 2021, un converti de Sich a été arrêté en Catalogne pour avoir planifié un attentat terroriste au nom de l'État islamique. Il n'était pas un immigrant, il était originaire de Siar, né et élevé à Barcelone, converti à peine 2 ans plus tôt. La question, pourquoi cela se produit-il maintenant ? La réponse réside dans l'échiquier géopolitique. L'Espagne, comme une grande partie de l'Europe du Sud, est devenue un champ de bataille d'influence entre puissances concurrentes. La Turquie, à travers son Diyanet, a étendu de manière agressive sa présence en Espagne, en finançant des mosquées et des écoles islamiques. Le Qatar, quant à lui, a investi des millions dans les centres culturels islamiques, se positionnant comme une alternative, modérée, à l'Arabie Saoudite. Et puis il y a la Russie, qui exploite depuis longtemps les divisions religieuses et ethniques en Europe. Bien que le rôle de Moscou dans la tendance à la conversion en Espagne soit plus difficile à retracer, certains éléments indiquent que les services de renseignement russes surveillent et dans certains cas manipulent les réseaux radicaux en Europe, y compris ceux impliquant des convertis. Mais l'acteur le plus important ici pourrait être le Maroc. Le voisin du sud de l'Espagne a tout intérêt à maintenir son influence sur sa diaspora en Espagne, qui compte plus de 800 000 personnes. Rabat finance discrètement les institutions islamiques en Espagne depuis des décennies, les utilisant comme un outil de soft power. L'objectif n'est pas seulement religieux, c'est politique. Le Maroc veut garantir que ses citoyens et par extension, son influence culturelle et religieuse reste une force dominante en Espagne. Et à mesure que de plus en plus de Siars se convertissent à l'islam, l'influence du Maroc augmente. Il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de pouvoir. Et l'Occident est en train de perdre. L'ex-dette géopolitique un nouveau front dans la compétition des grandes puissances pour comprendre pourquoi la tendance de conversion en Espagne est importante, vous devez le faire. Ce à quoi nous assistons est le microcosme d'une bataille bien plus vaste pour l'âme de l'Europe au XXIe siècle. Pendant des décennies, les États-Unis et leurs alliés européens ont fonctionné en partant du principe que la démocratie libérale et la laïcité étaient les aboutissements inévitables du progrès humain. Mais cette hypothèse est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. La Russie, la Chine et la Turquie renaissantes se disputent toute l'influence en Europe et utilisent tous les outils à leur disposition économique, culturelle, et bien sûr, religieux pour réduire la domination occidentale. La Russie, en particulier, a su exploiter les divisions internes de l'Europe. Pendant la guerre froide, le KGB a eu recours à la désinformation et à la propagande pour semer la discorde en Occident. Aujourd'hui, la stratégie du Kremlin est plus sophistiquée. Il ne s'agit pas seulement de fausses nouvelles, il s'agit d'exploiter de véritables griefs inégalités économiques, aliénation culturelle, désillusion politique pour saper la cohésion occidentale. Et la religion est un élément clé de cette stratégie. Par exemple, en 2016, l'Église orthodoxe russe, qui fonctionne comme une branche du Kremlin, a lancé une vaste campagne de sensibilisation en Europe. Son objectif ? Positionner la Russie comme défenseur des valeurs chrétiennes traditionnelles contre un Occident décadent et laïque. Mais alors que l'Église orthodoxe russe courtise les chrétiens conservateurs d'Europe, le Kremlin cultive également des liens avec des groupes islamiques.
Pourquoi? Car sur le grand échiquier de la géopolitique, les alliances sont fluides. Si la Russie parvient à se positionner comme le patron des chrétiens orthodoxes et des musulmans d'Europe, elle gagnera en influence sur les deux communautés et sur les gouvernements qui les accueillent. La Turquie, quant à elle, s'est montrée encore plus agressive. Sous Erdogan, Ankara a transformé la Diyaneh en un empire religieux mondial, finançant des mosquées et des écoles islamiques de l'Allemagne à l'Espagne. L'objectif n'est pas seulement de promouvoir l'islam, il s'agit de promouvoir un islam sunnite spécifiquement turc, qui s'aligne sur la vision d'Erdogan d'une sphère d'influence néo-ottomane. En Espagne, les mosquées financées par la Turquie sont souvent dirigées par des imams formés en Turquie, qui prêchent une version de l'islam profondément conservatrice, dans certains cas, ouvertement politique. Ces imams n'enseignent pas seulement la religion, ils enseignent la loyauté envers la Turquie, envers Erdogan et envers le monde islamique dans son ensemble. Et puis il y a la Chine. Même si le rôle de Pékin dans la tendance à la conversion de l'Espagne est moins direct, il n'en est pas moins significatif. La Chine étend discrètement son influence en Europe à travers des investissements économiques, des projets d'infrastructure et une diplomatie culturelle. Mais il surveille également et dans certains cas, infiltre les communautés musulmanes d'Europe. Pourquoi? Parce que la Chine considère l'islam à la fois comme une menace et une opportunité. D'un côté, Pékin est engagé dans une répression brutale contre les musulmans ouïghours au Xinjiang. De l'autre, il courtise les pays à majorité musulmane comme le Pakistan et l'Arabie saoudite dans le cadre de son initiative, la ceinture et la route. En Europe, la stratégie de la Chine consiste davantage à se positionner comme un arbitre neutre, un pays capable de dialoguer à la fois avec les gouvernements occidentaux et les communautés musulmanes sans le bagage du colonialisme. Alors, quelle est la place de l'Espagne dans tout cela? L'Espagne est un œil critique dans cette compétition géopolitique pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une porte d'entrée vers l'Europe. Avec son long littoral méditerranéen, l'Espagne est un point d'entrée clé pour les migrants, les marchandises, et bien sûr, les idées. Deuxièmement, l'Espagne entretient une relation historique unique avec l'islam, qui la rend particulièrement vulnérable aux influences religieuses et culturelles. Et troisièmement, l'Espagne constitue un maillon faible de l'architecture de sécurité européenne. Ses services de renseignement sont sous-financés, sa classe politique est divisée et sa société est toujours aux prises avec l'héritage de son passé colonial. En bref, l'Espagne est un fruit à portée de main. Et les puissances en place, la Russie, la Turquie, le Maroc et même la Chine s'y efforcent toutes. Militaire et stratégique, le champ de bataille invisible. Vous pensez peut-être que tout cela est très intéressant, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la stratégie militaire? La réponse est tout. La conversion des Syiars à l'islam n'est pas qu'un phénomène culturel ou religieux. C'est une question de sécurité nationale. Et c'est une solution qui a le potentiel de remodeler l'équilibre militaire en Méditerranée. Commençons par la radicalisation la plus évidente. L'Espagne est déjà la cible du terrorisme islamiste. Les attentats à la bombe dans un train de Madrid en 2004, qui ont fait 193 morts, ont été perpétrés par une cellule liée à Al-Qaïda. Depuis lors, les autorités de Siche ont déjoué de nombreux complots, dont beaucoup impliquant des combattants étrangers revenant de Syrie et d'Irak. Mais la montée en puissance des convertis locaux change la donne. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des initiés. Ils parlent la langue, comprennent la culture et savent se déplacer sans être détectés. Cela les rend bien plus dangereux. Mais la menace ne concerne pas seulement le terrorisme. C'est une question d'influence. À mesure que de plus en plus de Syiars se convertissent à l'islam, ils font partie d'un réseau plus vaste qui s'étend au-delà des frontières espagnoles. Certains de ces convertis se rendront au Moyen-Orient pour suivre une formation religieuse. D'autres seront recrutés par les services de renseignement étrangers. Et quelques-uns accéderont à des positions d'influence au sein de la communauté musulmane espagnole, où ils pourront façonner le récit, dans certains cas, la politique. Ce n'est pas hypothétique. En 2020, les services de renseignement de Siche ont découvert un complot d'un groupe soutenu par la Turquie visant à infiltrer des organisations islamiques en Espagne. Le but? Influencer la politique de Siche sur des questions telles que l'OTAN, l'UE et le conflit du Sahara occidental. La Turquie n'essayait pas seulement de propager l'islam, il essayait de construire une cinquième colonne. Et puis il y a la dimension militaire.
L'Espagne abrite plusieurs bases clés de l'OTAN, notamment la base navale de Rota, qui héberge le système de défense antimissile Aegis de la marine américaine. La base est un nœud essentiel de l'architecture militaire mondiale américaine et une cible de choix pour les adversaires. Imaginez maintenant qu'un converti radicalisé, quelqu'un ayant accès à la base ou à son personnel, transmette des informations à une puissance étrangère. Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. Mais la véritable préoccupation stratégique ne concerne pas seulement les convertis individuels. Il s'agit d'un changement plus large dans le paysage démographique et culturel espagnol. L'Espagne est déjà aux prises avec de profondes divisions politiques, une stagnation économique et une crise d'identité nationale. La montée de l'islam à la fois par l'immigration et la conversion ajoute un autre niveau de complexité. Et dans un pays où l'extrême droite gagne du terrain, le risque de réaction négative est réel. C'est le paradoxe de la conversion de l'Espagne, à la fois symptôme et cause de l'instabilité du pays. Et entre les mains de puissances étrangères, il pourrait devenir une arme. La politique intérieure, comment les élites espagnoles jouent avec le feu, bien entendu, rien de tout cela ne se produit en vase clos. La tendance à la conversion en Espagne est également le produit de sa politique intérieure, une politique de plus en plus polarisée, à courte vue et motivée par des calculs électoraux. Commençons par la gauche. Les partis progressistes espagnols, en particulier le Parti socialiste ouvrier au pouvoir et son partenaire de coalition, Podemos, défendent depuis longtemps le multiculturalisme et le pluralisme religieux. Ils considèrent la communauté musulmane croissante en Espagne comme un élément naturel de l'évolution du pays, un correctif de son passé catholique. Et pour être honnête, il y a une part de vérité là-dedans. L'histoire de l'Espagne est profondément liée à l'islam et l'identité moderne du pays est, à bien des égards, le produit de cet héritage. Mais l'approche de la gauche à l'égard de l'islam est également profondément naïve. Il suppose que toutes les communautés religieuses sont également compatibles avec la démocratie libérale, que l'intégration est une voie à sens unique et que la communauté musulmane espagnole s'alignera naturellement sur les valeurs progressistes. C'est un vœu pieux. La réalité est que bon nombre des institutions islamiques espagnoles sont financées par des puissances étrangères ayant leurs propres agendas. Et certains de ces programmes sont profondément antilibéraux. Prenons, par exemple, le cas de la Commission islamique d'Espagne, le principal organe représentatif des musulmans du pays. La CIE est dominée par la Fédération des entités religieuses islamiques d'Espagne, étroitement liée au Maroc. Les dirigeants de la FERI ont été accusés de promouvoir une version conservatrice, voire réactionnaire, de l'islam, en contradiction avec les lois laïques espagnoles. Et pourtant, le gouvernement SIJ continue de collaborer avec la FERI comme s'il s'agissait d'un partenaire neutre. La droite, quant à elle, joue elle aussi à un jeu dangereux. Le Parti populaire conservateur et le parti d'extrême droite Vox ont saisi la tendance à la conversion comme preuve d'une conspiration de « grand remplacement », présentant l'islam comme une menace existentielle pour l'identité siche. Vox, en particulier, a clairement exprimé son opposition à l'islam, appelant à l'interdiction de la nourriture halal dans les écoles et à la répression du « séparatisme islamique ». Cette rhétorique n'est pas seulement incendiaire, c'est contre-productif. En présentant l'islam comme un ennemi, la droite pousse les musulmans modérés dans les bras d'éléments plus radicaux. Et puis il y a le rôle de l'Église catholique. Pendant des siècles, l'Église a été la force culturelle et politique dominante en Espagne. Mais son influence a diminué au cours des dernières décennies, à mesure que la laïcité s'est installée. Aujourd'hui, l'Église se trouve dans une position délicate. D'une part, il veut défendre l'héritage chrétien de l'Espagne. D'un autre côté, il craint d'être considéré comme anti-musulman, surtout compte tenu de l'histoire d'intolérance de l'Église. Le résultat est une sorte de paralysie, une incapacité à offrir une alternative convaincante au multiculturalisme de gauche ou au nativisme de droite. Alors, où cela laisse-t-il l'Espagne ? Pris entre une gauche qui refuse de reconnaître les risques de sa propre politique, une droite qui attise la peur du gain politique et une Église qui a perdu son autorité morale. C'est une recette pour un désastre. Scénario où cela nous mène alors, que se passe-t-il ensuite ? Examinons 3 scénarios possibles, chacun avec son propre ensemble de risques et de probabilités. Scénario 1, le meilleur résultat dans ce scénario, la classe politique espagnole prend conscience des dangers d'une influence islamique incontrôlée.
Le gouvernement réprime le financement étranger des mosquées, renforce la surveillance des organisations islamiques et investit dans des programmes de lutte contre la radicalisation. La gauche modère son multiculturalisme, la droite atténue son discours et l'Église catholique trouve un moyen de réaffirmer sa pertinence culturelle sans s'aliéner les musulmans. La communauté musulmane espagnole, pour sa part, s'intègre davantage, les convertis comme les immigrés adoptant une version de l'islam compatible avec la démocratie siche. C'est le meilleur des cas, mais c'est aussi le moins probable. Pourquoi ? Parce que cela nécessite un niveau de maturité politique et de clairvoyance dont les élites espagnoles ont rarement fait preuve. Cela suppose également que les puissances étrangères, la Turquie, le Maroc, le Qatar accepteront simplement les efforts de l'Espagne pour reprendre le contrôle de son paysage religieux. C'est une grande hypothèse. Scénario 2, le résultat le plus probable. Dans ce scénario, l'Espagne s'en sort. Le gouvernement continue de minimiser les risques, la gauche redouble d'efforts en faveur du multiculturalisme et la droite exploite cette question à des fins politiques. Le résultat est une érosion lente mais régulière de la cohésion sociale. La communauté musulmane espagnole devient plus insulaire, plus divisée entre modérés et radicaux. Le financement étranger des mosquées continue sans contrôle, et un nombre restreint mais significatif de convertis se radicalisent. Pendant ce temps, l'extrême droite gagne du terrain, alimentant une réaction violente qui aliène encore davantage les musulmans. C'est le scénario le plus probable car c'est la voie de moindre résistance. Cela ne nécessite pas d'action audacieuse, mais simplement le maintien du statu quo. Mais ne le faites pas, c'est une recette pour une instabilité à long terme. L'Espagne deviendra plus faible, une version moins cohésive d'elle-même, une version où l'identité se fracture selon des lignes religieuses et culturelles, où la confiance dans les institutions s'érode et où le monopole de l'État sur la violence légitime est discrètement remis en question par des acteurs non étatiques. Nous avons déjà vu ce film, en France, en Belgique, au Royaume-Uni. Le scénario est familier et l'Espagne est déjà en retard dans le troisième acte. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème national. C'est une question géopolitique et elle remodèle déjà la position de l'Espagne en Europe et en Méditerranée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières de la péninsule ibérique. Il y a d'abord la question de l'OTAN et de la sécurité européenne. L'Espagne est un membre clé de l'Alliance, abritant des bases américaines comme Rota et Morón, essentielles à la projection de puissance en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais c'est là que réside l'inconfort si la cohésion interne de l'Espagne s'affaiblit, tout comme sa fiabilité en tant que partenaire de l'OTAN. Nous avons déjà vu comment l'instabilité intérieure peut miner l'état de préparation militaire, regardez la Turquie, où les tendances islamistes d'Erdogan ont compliqué le flanc sud de l'OTAN. L'Espagne n'est pas la Turquie, mais si la radicalisation s'enracine dans ces communautés musulmanes, elle pourrait créer un gouvernement hésitant à réprimer l'extrémisme de peur de s'aliéner les électeurs, tout en luttant simultanément pour maintenir la sécurité opérationnelle dans ses bases. Imaginez un scénario dans lequel un siche radicalisé et converti ayant accès aux installations de Rota, par exemple un traducteur, un entrepreneur ou même une recrue militaire de bas niveau transmet des renseignements à un groupe comme ISIS-K ou Al-Qaïda. Les conséquences ne seraient pas seulement un problème de siche, ce serait un accord transatlantique. Deuxièmement, il y a la question du Maroc. Les relations de l'Espagne avec son voisin du Sud sont déjà tendues, oscillant entre coopération en matière de migration et confrontation sur Ceuta, Melilla et le Sahara occidental. Le Maroc utilise depuis longtemps sa diaspora en Espagne comme levier d'influence, finançant des mosquées, façonnant ses discours et faisant même pression sur Madrid sur les questions de politique étrangère. En 2021, lorsque l'Espagne a autorisé Brahim Ghali, le chef du Front Polisario, à recevoir des soins médicaux en Espagne, le Maroc a riposté en ouvrant les vannes à la migration, submergeant Ceuta de milliers de migrants en une seule journée. C'était un coup de semonce. Imaginez maintenant si le Maroc décidait de militariser de la même manière la population musulmane croissante d'Espagne. Cela n'aurait même pas besoin d'être explicite, il suffirait d'un petit coup de pouce aux imams de Madrid ou de Barcelone pour attiser les griefs, ou d'un feu vert aux prédicateurs salafistes pour radicaliser les convertis. Le résultat ? Une Espagne trop distraite par ses divisions internes pour résister à l'empiètement marocain au Sahara occidental ou pour défier l'influence de Rabat au Sahel. Troisièmement,
il y a l'échiquier méditerranéen au sens large. L'Espagne est la porte d'entrée sud de l'UE, et sa stabilité est essentielle à la capacité de l'Europe à gérer les migrations, à lutter contre le terrorisme et à projeter sa puissance en Afrique du Nord. Mais si l'Espagne devient un maillon faible, c'est toute l'architecture de sécurité européenne qui est compromise. Nous avons déjà vu comment l'effondrement de la Libye a créé un vide que la Turquie, la Russie et les Émirats arabes unis se sont empressés de combler. Une Espagne déstabilisée pourrait créer une ouverture similaire, une ouverture que la Turquie, en particulier, serait désireuse d'exploiter. Ankara a étendu son influence en Méditerranée occidentale grâce à son soutien aux groupes islamistes, à sa présence navale et à ses efforts pour se positionner comme le protecteur des musulmans en Europe. Si la communauté musulmane espagnole se radicalise davantage, la Turquie pourrait l'utiliser comme point d'appui pour accroître son influence sur Madrid, un peu comme elle l'a fait en Allemagne et dans les Balkans. Et n'oublions pas le Qatar, qui finance discrètement des mosquées et des centres islamiques à travers l'Europe, y compris en Espagne. L'objectif de Doha n'est pas seulement religieux, il est géopolitique. Une Espagne avec une population musulmane alignée sur le Qatar est une Espagne moins susceptible de soutenir les sanctions de l'UE contre Doha, moins susceptible de critiquer son bilan en matière de droits de l'homme et plus susceptible de s'aligner sur la Turquie sur les questions régionales. Voilà, rien de tout cela n'est hypothétique. Les pièces sont déjà en mouvement. En 2020, les services de renseignement de SICH ont découvert un réseau d'imams turcs opérant en Catalogne, prétendument lié au Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc. Les imams ont été accusés de promouvoir une version de l'islam en contradiction avec les valeurs SICH et de collecter des renseignements sur la communauté musulmane locale. Puis, en 2022, un rapport du groupe de réflexion SICH Real Instituto Elcano avertissait que le Qatar accroissait son influence en Espagne en investissant dans des mosquées et des écoles islamiques. Et l'année dernière encore, le roi Mohamed VI du Maroc est intervenu personnellement pour garantir que l'imam de la plus grande mosquée de Madrid était un ressortissant marocain et non un SICH. Ce ne sont pas des incidents isolés, ils font partie d'un modèle. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la posture militaire et sécuritaire de l'Espagne ? Tout d'abord, cela signifie que les forces armées de SICH vont devoir s'adapter et vite. L'armée est déjà aux prises avec le défi de l'intégration des recrues musulmanes, certaines unités faisant état de tensions entre SICH et les soldats d'origine marocaine. En 2019, un soldat SICH d'origine marocaine a été arrêté pour avoir prétendument planifié une attaque terroriste contre une base militaire. Cela a été un signal d'alarme, mais la réponse a été lente. L'armée de SICH, comme une grande partie de l'appareil de sécurité du pays, continue de fonctionner en partant du principe que la radicalisation est un problème policier et non militaire. C'est une erreur. Si la population musulmane espagnole se radicalise davantage, l'armée se retrouvera en première ligne, qu'il s'agisse de faire face à des menaces internes, de protéger des infrastructures critiques ou même de mener des opérations antiterroristes sur le territoire de SICH. Se pose ensuite la question du rôle de l'Espagne dans la défense de l'Europe. L'Espagne est un partenaire fiable sur le flanc sud de l'OTAN, mais cela pourrait changer si les divisions internes du pays s'aggravent. Nous avons déjà vu comment la politique intérieure peut saper les engagements militaires, regardez les difficultés de l'Allemagne à atteindre ses objectifs de dépenses de l'OTAN, ou l'hésitation de la France à déployer des troupes en Afrique dans un contexte de troubles intérieurs. L'Espagne ne fait pas exception. Si l'extrême droite gagne plus de pouvoir, elle pourrait faire pression en faveur d'une politique étrangère plus isolationniste, réduisant ainsi la contribution de l'Espagne aux missions de l'OTAN. À l'inverse, si la gauche redouble d'efforts en faveur du multiculturalisme, cela pourrait créer une réaction violente qui rendrait politiquement toxique la coopération avec les États-Unis ou Israël dans la lutte contre le terrorisme. Quoi qu'il en soit, la capacité de l'Espagne à projeter sa puissance et à être un partenaire de confiance diminuera. Et n'oublions pas l'aspect économique. L'économie espagnole dépend fortement du tourisme, qui représente près de 12% de son PIB. Si le pays est associé à la radicalisation et à l'instabilité, cela pourrait effrayer les visiteurs. Nous avons vu cela se produire en Tunisie, où les attaques terroristes de 2015 ont dévasté le secteur du tourisme. L'Espagne n'est pas la Tunisie, mais la perception principale compte. Si l'Espagne est considérée comme un foyer de l'extrémisme islamiste, les entreprises y réfléchiront à deux fois avant d'investir et les touristes choisiront d'autres destinations.
Cela affaiblirait l'économie espagnole, rendant encore plus difficile le financement des programmes sociaux nécessaires à l'intégration de la population musulmane. Alors, où cela nous mène-t-il ? Le scénario le plus probable, celui dans lequel l'Espagne s'en sort, n'est pas seulement une tragédie intérieure. C'est un multiplicateur de risques géopolitiques. Cela affaiblit le flanc sud de l'OTAN, donne du pouvoir au Maroc et à la Turquie et crée un vide que d'autres acteurs s'empresseront de combler. Et le pire ? La majeure partie de l'Europe n'y prête pas attention. Bruxelles est trop occupée à traiter avec l'Ukraine, les États-Unis sont trop concentrés sur la Chine et les élites espagnoles sont trop divisées pour avoir une vision d'ensemble. La question n'est pas de savoir si l'Espagne deviendra la prochaine France ou la prochaine Belgique. La question est de savoir si l'Europe peut se permettre de laisser cela se produire. Car si l'Espagne tombe, les répercussions se feront sentir du détroit de Gibraltar jusqu'à la mer Noire. Et d'ici là, il sera peut-être trop tard pour faire quoi que ce soit. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole sombre déjà dans cette crise, non pas parce qu'elle est incompétente même si cela en fait certainement partie, mais parce qu'elle est piégée dans une boucle de rétroaction de pensée à court terme. Prenez par exemple la récente controverse autour de la Ley de Libertad Religiosa, la loi sur la liberté religieuse que le gouvernement socialiste a tenté de faire adopter en 2022. Le projet de loi était censé moderniser les relations de l'Espagne avec ses minorités religieuses, mais il a fini par devenir un paratonnerre pour la gauche comme pour la droite. La gauche l'a accusé d'être trop accommodant à l'égard de l'islam, tandis que la droite a affirmé qu'il s'agissait d'un cheval de Troie pour la charia. En fin de compte, le gouvernement l'a tellement édulcoré qu'il n'a satisfait personne, et l'ensemble du débat a révélé à quel point il existe peu de consensus sur ce que signifie même la laïcité siche. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Le cadre juridique espagnol en matière de religion repose toujours sur les acuerdos de coopération de 1979 avec le Vatican, qui accordait à l'Église catholique un statut privilégié, des exonérations fiscales, un enseignement religieux financé par l'État et même un droit de veto sur certaines politiques culturelles. Lorsque l'islam a commencé à se développer dans les années 2000, l'État a tenté de l'adapter au même modèle, mais l'adéquation s'est toujours révélée délicate. Le problème n'est pas seulement que l'islam n'a pas une seule autorité hiérarchique comme l'Église catholique, c'est que les élites politiques espagnoles n'ont jamais pris la peine de se demander à quoi ressemblerait une laïcité véritablement pluraliste. Au lieu de cela, ils ont opté par défaut pour une sorte de multiculturalisme ad hoc qui traite la religion comme une identité culturelle privée plutôt que comme une institution publique avec ses propres exigences. Et maintenant, alors que de plus en plus de siars se convertissent à l'islam, cette approche à moitié cuite s'effondre sous ses propres contradictions. Voilà un inconfort, les partis politiques espagnols ne sont pas équipés pour gérer cela. Le PSOE, les socialistes, sont pris entre leur base progressiste, qui veut adopter le multiculturalisme, et leurs électeurs de la classe ouvrière dans des pays comme l'Andalousie, qui sont de plus en plus attirés par la rhétorique anti-immigration de Vox. Pedro Sánchez, toujours tacticien, a tenté d'enfiler l'aiguille en se présentant comme un défenseur de la laïcité tout en courtisant les électeurs musulmans. Vous souvenez-vous de sa réunion de 2021 avec la Fédération Española de Entidad Religiosa Islámica, où il s'est engagé à financer davantage les mosquées ? Mais cela n'a fait que provoquer la colère de la droite, qui l'a accusé de « se vendre » aux islamistes. Pendant ce temps, le PP conservateur est tout aussi confus. Alberto Núñez Feijóo a oscillé entre une rhétorique dure à l'égard de l'islam et une démarche discrète auprès des dirigeants musulmans modérés, mais la base de son parti dérive plus à droite et il ne peut pas se permettre de s'aliéner cette dernière. Et puis il y a Vox, qui a fait de l'anti-islamisme sa marque phare, mais dont les solutions interdire le hijab, fermer les mosquées, expulser les musulmans, radicaliser, sont si extrêmes que même le PP ne les adoptera pas pleinement. Le résultat est un système politique paralysé par ses propres contradictions. Personne ne veut avoir une discussion difficile sur ce que signifie réellement l'intégration dans un pays où l'islam n'est plus seulement une religion d'immigrés mais une religion autochtone. Et cette paralysie crée un vide qui est comblé par l'extrême droite, qui utilise l'islam comme un sujet de discorde pour mobiliser les électeurs, et par les éléments les plus radicaux au sein de la communauté musulmane espagnole, qui voit l'indécision de l'État comme une opportunité de faire pression pour une plus grande autonomie. Parlons d'abord de l'extrême droite, car c'est là que réside le danger immédiat. L'ascension de Vox a été tout simplement fulgurante.
En 2018, ils n'avaient aucun siège au Congrès. En 2023, ils étaient le troisième parti en importance, avec 52 sièges. Et même si leur soutien a légèrement diminué depuis, ils restent une force avec laquelle il faut compter, en particulier au sein des gouvernements régionaux. En 2022, ils ont formé une coalition avec le PP en Castille et Léon, et en 2023, ils ont fait de même à Valence et en Estrémadure. Dans chaque cas, leur présence a déplacé la vision d'Overton sur l'islam. Prenons le cas de Murcie, où le gouvernement régional, avec le soutien de Vox, a adopté en 2023 une loi interdisant le hijab dans les écoles publiques. La mesure était présentée comme une défense de la laïcité, mais elle visait clairement les filles musulmanes. La réaction négative a été immédiate, des parents musulmans ont été poursuivis en justice, des groupes de défense des droits humains ont condamné cette mesure et le gouvernement national a menacé de la contester devant les tribunaux. Mais voici que la loi n'a pas fait grand-chose pour empêcher les filles de porter le hijab. Ce qu'il a fait, c'est envoyer un message: les musulmans ne sont pas les bienvenus dans les institutions publiques espagnoles. Et ce message résonne. Les sondages montrent que près de 40% des siars soutiennent désormais une certaine forme d'interdiction des symboles islamiques dans les espaces publics, contre seulement 20% en 2010. Ce n'est pas seulement un phénomène Vox, c'est un courant dominant. Même le PP, qui se targuait autrefois d'être un parti conservateur modéré, a commencé à adopter le langage de Vox. En 2023, Feijó a proposé un « pacte national » pour lutter contre la « radicalisation islamiste », une expression qui aurait été impensable pour un leader du PP il y a à peine 5 ans. Le problème est que ces mesures sont contre-productives. Interdire le hijab n'arrête pas la radicalisation, cela l'alimente. Cela montre aux jeunes musulmans que, quel que soit leur degré d'intégration, ils ne seront jamais pleinement acceptés. Et c'est exactement le discours qu'utilisent des groupes comme le Hizb ut-Tahrir et le Tablighi Jama'a, tous deux de plus en plus présents en Espagne, pour recruter. Passons maintenant à l'autre côté de la communauté musulmane elle-même. Le paysage islamique espagnol est bien plus fragmenté que celui de la France ou de la Belgique, ce qui le rend plus difficile à surveiller mais aussi à contrôler. La Comisión Islámica de España, le principal organe représentatif, est une coalition lâche de fédérations régionales, dont beaucoup sont liées à des gouvernements étrangers. Le Maroc, par exemple, finance et influence plusieurs des plus grandes mosquées de Catalogne et d'Andalousie, tandis que le Diyanet turc est fortement présent à Madrid et à Valence. Il y a ensuite les réseaux salafistes, qui ne cessent de croître depuis les années 2010, souvent grâce au financement des États du Golfe. Et n'oublions pas les convertis, les musulmans nés à Siche qui, parce qu'ils ne correspondent pas aux stéréotypes de l'immigration, sont souvent négligés par les services de sécurité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La tendance la plus inquiétante ici est la montée de ce que j'appelle l'islam post-immigration, une forme d'identité islamique qui n'est plus liée à une origine ethnique ou nationale spécifique, mais qui est plutôt enracinée dans le rejet de la laïcité occidentale. C'est l'islam des convertis, des Marocains de la deuxième génération, des musulmans siches qui voient leur foi comme une forme de résistance contre une société qui, selon eux, les a trahis. Et c'est ce groupe qui est le plus vulnérable à la radicalisation. Prenons le cas d'Abdelbaki Essati, l'imam de Ripoll qui a contribué à radicaliser la cellule barcelonaise qui a perpétré les attentats de 2017. Essati n'était pas un djihadiste étranger, c'était un résident de Siche qui avait passé des années dans les mosquées catalanes, prêchant une version de l'islam explicitement anti-intégration. Et pourtant, malgré de nombreux signaux d'alarme, il a pu opérer en toute impunité parce que l'appareil antiterroriste espagnol était et est toujours terriblement sous-financé. La vérité inconfortable est que les services de sécurité espagnols ne sont pas préparés à cela. Le Centro Nacional de Coordination Antiterrorista compte moins de 200 agents dédiés à la surveillance de l'extrémisme islamiste, contre 4000 en France. Et même si l'Espagne a évité une attaque majeure depuis 2017, c'est plus une question de chance que de compétence. En 2022, la police a démantelé à Ceuta une cellule qui préparait une attaque contre une base militaire. En 2023, une autre cellule a été arrêtée à Barcelone pour avoir tenté d'envoyer des combattants en Syrie. Ces cas ne font pas la une des journaux parce qu'ils sont stoppés avant qu'ils ne se produisent, mais ils rappellent que la menace est toujours là et qu'elle grandit. Alors, où cela laisse-t-il l'avenir politique de l'Espagne ? Le scénario le plus probable est celui d'une polarisation croissante, où chaque camp se nourrit de l'extrémisme de l'autre.
L'extrême droite continuera d'utiliser l'islam comme un enjeu, en faisant pression pour des lois plus restrictives qui aliènent les musulmans modérés. La gauche réagira en redoublant d'efforts en faveur du multiculturalisme, ce qui ne fera qu'alimenter le discours de l'extrême droite. Et la communauté musulmane deviendra plus insulaire, plus méfiante à l'égard de l'État et plus susceptible à la radicalisation. À court terme, cela pourrait ne pas conduire à une crise majeure, l'Espagne n'est pas la France et sa population musulmane est encore relativement faible. Mais à long terme, c'est une recette pour l'instabilité. La vraie question est de savoir si la classe politique espagnole se réveillera avant qu'il ne soit trop tard. Pour l'instant, les signes ne sont pas encourageants. La réponse du gouvernement Sánchez à la menace islamiste croissante a été de se concentrer sur des gestes symboliques comme le « Plan national contre l'islamophobie » de 2023 plutôt que de s'attaquer aux problèmes structurels. Le PP, de son côté, est trop occupé à déborder Vox pour proposer une alternative cohérente. Et Vox ? Eh bien, Vox ne veut pas de solution. Il veut une guerre culturelle. Voici le problème avec la culture, ils sont faciles à démarrer mais impossibles à contrôler. Et une fois en route, ils parviennent à remodeler les sociétés d'une manière que personne n'avait prévue. L'Espagne est encore loin de devenir la prochaine France ou la prochaine Belgique, mais elle est sur la même trajectoire. La différence est que l'Espagne bénéficie du recul. Il peut voir ce qui se passe chez ses voisins et choisir une voie différente. Mais cela nécessiterait un courage politique que personne ne semble posséder à l'heure actuelle à Madrid. Et c'est là la vraie tragédie. Car au moment où les élites espagnoles prendront conscience de ce qui se passe, il sera peut-être déjà trop tard pour l'arrêter.